Marie-Christine, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour à tous. La semaine s'est bien passée? La semaine s'est bien passée, va se poursuivre sur le week-end avec pas mal d'obligations, mais avec plaisir toujours. Très bien. La saison dernière, nous avions parlé des régimes matrimoniaux. La semaine dernière, on avait parlé du Pax. Du Pax. Et cette semaine, on va s'éloigner encore un petit peu plus puisqu'on parle du concubinage. Nous allons parler du concubinage. Effectivement, il est possible de vivre en couple sans être paxé, sans être marié. Et dans ce cas, on parle d'union libre, ce qui veut déjà tout dire. Alors, est-ce que c'est cadré par la loi, ça? Alors, on ne peut pas dire défini véritablement. Le Code civil ne contient qu'un seul article, en l'occurrence l'article 515.8, qui nous donne une définition, et c'est tout, uniquement tout, concernant ce concubinage. Donc, au terme de cet article 515.8 du Code civil, le concubinage est défini comme une union de fait, caractérisée par une vie commune, bien sûr, stable et continue entre deux personnes vivant en couple de même sexe ou de sexe opposé. Concrètement, il suffit de vivre maritalement sans autre formalité. C'est-à-dire que pour le Pax, on avait vu qu'il convenait d'établir une convention de Pax. Pour le mariage, tout le monde sait que l'on doit passer devant l'officier d'état civil, devant le maire. Ce n'est pas le cas pour le concubinage, donc on n'a pas de formalité à réunir en la matière. La preuve de ce concubinage, il s'agit d'un fait juridique, sera possible par tout moyen, pourra être rapporté par tout moyen. Alors, tout moyen, par exemple, un certificat établi en mairie. La mairie peut dresser ce type de certificat. Par exemple, une attestation sur l'honneur de nos deux concubins ou encore des témoignages. Donc, cette preuve pourra être rapportée par tout moyen. Est-ce qu'il y a une obligation de secours, d'assistance, comme celle existant pour les mariages et le Pax? Absolument pas. Les concubins n'ont véritablement aucun devoir ni obligation l'un envers l'autre. Ils ne sont pas tenus d'assister ou de s'assister ou de se secourir mutuellement. Ils ne sont pas davantage tenus de participer aux charges de cette vie commune. Donc, aucune obligation. En présence de dette, c'est celui qui a contracté la dette qui sera tenu. L'autre concubin ne pourrait pas être poursuivi pour les dettes du précédent. Alors qu'en cas de mariage ou en cas de Pax, je fais un bref rappel, la situation s'avère totalement différente. Les membres du couple sont tenus solidairement des dettes ménagères. Donc, dans ce contexte, Pax ou mariage, les deux membres sont tenus, ce qui n'est pas le cas pour les concubins. Pour les concubins, c'est celui qui a contracté qui va devoir faire face. D'accord. Quel est le régime applicable aux biens détenus par les concubins? C'est un régime de séparation pur et dur. Chaque concubin conserve les biens qu'il avait avant le concubinage et les biens qu'il a pu acquérir au cours de ce concubinage. Donc, principe de séparation de biens qui s'applique en la matière. Rien n'interdit aux concubins de décider d'acheter ensemble un bien, par exemple un véhicule, par exemple une maison. Et dans ce cas, dès lors qu'ils ont déclaré faire l'achat ensemble dans l'acte d'achat, c'est le principe de l'indivision qui va s'appliquer. Sans précision de part et d'autre, on appliquera l'indivision à 50-50, mais rien n'interdit dans l'acte d'achat de prévoir d'autres proportions, c'est-à-dire par exemple pour une maison, tel concubin a apporté 60% et l'autre concubin aurait apporté 40%. Donc là, cette indivision c'est un régime de copropriété. Les concubins sont copropriétaires à hauteur de leur participation dans l'acte. Qu'en est-il du logement? Alors pour le logement, soit première hypothèse, le bail est aux deux noms et dans ce contexte, les locataires concubins vont avoir des droits identiques sur ce logement, ou bien alors le bail est au nom d'un seul de nos concubins et l'autre concubin n'a aucun droit sur le logement,
alors même qu'il participerait au paiement du loyer, voire qu'il paierait totalement le loyer. Donc aucun droit si les deux noms, aucun droit pour le concubin dont le nom n'apparaîtrait pas dans le bail. D'accord. Parlons fiscalité. Quel est le régime applicable? Eh bien, encore une fois, la différence du PACS ou du mariage, pas de déclaration commune de revenus. Chaque concubin fait lui-même, établit lui-même sa propre déclaration. D'accord, c'est la question qui revient sans cesse dans toutes ces questions de régimes matrimoniaux que nous avons abordées. En cas de décès, que se passe-t-il? En cas de décès, les concubins sont considérés comme deux étrangers l'un vis-à-vis de l'autre. Donc un concubin n'hérite pas du défunt, il n'a droit à rien. Il faudrait pour cela qu'il y ait un testament, mais contrairement à ce que nous avions dit pour le Pacs, j'avais précisé que s'il y avait un testament, l'autre pacsé pouvait hériter sans avoir de frais de succession. Donc des pacsés ne sont pas des étrangers l'un vis-à-vis de l'autre, des concubins sont étrangers l'un vis-à-vis de l'autre, quand bien même il y aurait un testament, le survivant va devoir s'acquitter de droits de succession extrêmement élevés puisqu'on est à plus de 60% de la valeur du bien D'accord. dont il hériterait. Mhm. Comment mettons fin au concubinage? Naturellement, comme ça on se sépare du jour au lendemain? On se sépare du jour au lendemain, si possible en bon terme, donc ça c'est une Oui, autre question. Donc dans la mesure où il n'y a pas de formalité pour mettre en place ce concubinage, il n'y a pas davantage de formalité pour mettre fin au concubinage. La rupture va être libre, la séparation n'est encadrée par aucune formalité, chacun va reprendre ses biens, puisqu'on avait dit que chacun restait propriétaire de ses biens. Et pour les biens qui auraient été achetés en commun, à ce moment-là, il conviendra de procéder à un partage ou de revendre, suivant ce qui avait été prévu dans l'acte. S'il y a des enfants, il faudra également que nos concubins se mettent d'accord sur le lieu de résidence, sur le mode de garde. Et si jamais ils ne parvenaient pas à cet accord, à ce moment-là, on pourrait saisir le juge pour que celui-ci tranche. Enfin, dernière petite précision, je ne l'ai pas vu dans le cadre patrimonial, un concubin n'a pas droit à la pension de reversion de l'autre. En revanche, à partir du moment où je perçois une pension de reversion, si je me mets en concubinage, je suis susceptible de perdre la pension de reversion que j'avais de mon défunt époux. d'accord. Alors, si vous avez des questions sur le concubinage ou sur d'autres sujets que nous avons abordés, vous n'hésitez pas à nous écrire contact@42tv.fr ou alors si vous souhaitez aborder d'autres questions, vous pouvez nous faire des propositions ou même des questions que l'on pourrait traiter, que Marie-Christine pourrait traiter en 2-3 minutes. Vous n'hésitez pas, contact@42tv.fr. La semaine prochaine, c'est l'automne qui approche, C'est Marie-Christine. l'automne qui approche, effectivement, avec un temps un petit peu pluvieux. Il faudrait qu'il y ait un petit peu de soleil. Cela pourrait être le moment d'aller cueillir des champignons, ramasser des champignons. Donc, j'ai songé à cette situation. Est-ce que je suis en droit d'entrer dans une propriété, de cueillir des châtaignes, ramasser des champignons ou autres, sans avoir à me poser de questions? Nous verrons qu'il y a une réglementation en la matière et qu'elle n'est pas toujours connue. Alors, est-ce que je peux rajouter une petite question? Peut-être que vous pourrez la traiter en même temps. Est-ce qu'on a le droit, dans une forêt, de ramasser du petit bois? Vous la gardez C'est, en mémoire? je la garde en mémoire, mais j'ai déjà plus ou moins la réponse. Donc, ce sera pour la semaine prochaine. Très bien. Merci Marie-Christine. Bonne semaine à vous. Bonne semaine à tous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.